Et rebonjour, donc épisode 2. Donc le chenil à poule, je l'ai amené ici, je fais avancer. Alors ici, c'était une mer de courges, de petits marrons, comme là-bas, pareil. Les courges étaient plantées ici sur la butte et elles ont couru vers ici. Elles ont couru aussi vers là-bas. De l'autre côté, je les ai contrôlées parce que je faisais pousser autre chose, mais ici, je les ai laissées courir. Et j'ai observé que chaque courge, il se forme sur un carrefour de 4 ou 5 branches. Le liane, elle part à gauche, à droite, et elle met une branche avec une feuille. Et on met aussi une racine. Et en fait, à chaque fruit qui est par terre, il y a une racine derrière le carrefour où il est accroché le fruit. Et la plante s'auto-suffit à partir de là. Et j'ai vu que ça commence à être malade. Voilà, que ça fane ici. Il y a 2-3 semaines, on ne voyait pas ces pieds d'aubergine là qui sont sur la crête de la butte. On ne les voyait pas, ils étaient noyés dans le courge. Je suis venu plusieurs fois avec le couteau pour faire de l'air, pour faire de l'espace, pour que les aubergines puissent profiter. Et d'un coup, le courge s'est affaibli et le vague de wadium et de jaunissement et de flétrissement, elle est commencé à aller vers ici en même vitesse que la plante avançait avec la verdure bien en bonne santé, bien vivante de l'autre côté. Et en ramassant, je suis venu ramasser à la brouette des courges, juste dans cette zone pour pouvoir passer le chenil à poule. Et du coup, je peux faire avancer la chenille. Les courges de l'autre côté, malgré le fait qu'elles sont décrochées du pied mère, elles continuent d'être vivantes. Voilà, ça, c'est en train de produire des fruits, c'est en train d'avancer, c'est en très bonne santé. Et le vague de wadium est en train de le rattraper. Mais en même temps, le fait qu'elle soit coupée du mère, ici, ça n'empêche pas de pousser. Donc je peux venir et commencer là où je les ai plantés et récolter les vagues de petits marrons et continuer d'avoir une production et que ce terrain soit retourné, fauché par les poules, et ce terrain, je peux faire autre chose avec. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ici, sur la grange, franchement, je ne reviens pas. Alors ici, il n'y a quasiment plus personne qui a des tomates. Si elles sont sous serre, elles ont un peu de maladie. Mais c'est une des seuls endroits dans le coin où les tomates sont en si bonne santé et c'est juste dommage que j'en ai pas plus. Et ça, c'est cet effet de microclimat. Alors déjà, il y a une toiture avec une gouttière. Donc il ne pleut pas ici. Alors ici au bout, la preuve, c'est qu'en faisant ma challenge gouttière, faire l'eau aller jusqu'à la mare, j'avais fait des bricoles imprévues ici. Et à un moment donné, juste là, il y a un joint et ça fuyait. Et les gouttes d'eau qui tombaient ici, elles ont cramé ce pied-là. Voilà. Humidité morflée. On dirait qu'on a fait tomber de l'acide sulfurique dessus. Alors que, une fois qu'on est à l'abri des gouttes, sans être dedans, sans être dans une serre, donc ça reste ventilé, malgré le fait qu'on a des jours comme ce matin où c'était la brume, c'est très humide. L'autre chose, c'est la masse thermique. Quand je viens regarder comment ça va ici, l'humidité a du mal à tomber parce que la chaleur qui est absorbée la journée est reconstituée la nuit et le pellicule de chaleur qui doit être là, aussi large que les plantes, ça les protège largement de l'humidité. Il y a un moment donné où elles avaient tous chopé des taches de mildiou et je suis venu, c'est la deuxième nouvelle chose que j'ai testée cette année. J'ai fait une dilution de l'argent colloïdal dans le pulvérisateur et j'ai traité le mildiou avec. Et aux premières observations, j'ai trouvé ça très très efficace. Donc vous pouvez faire ça sur Google, argent colloïdal. Vous allez trouver tout un tas de conneries écrites au sujet de ce produit. Et quand on voit comment ça soigne tout et c'est polyvalent, c'est pas surprenant que ça soit interdit à la vente. Mais on peut quand même l'acheter par internet. Ici devant, les aubergines, elles ont bien donné. J'ai l'impression que ça arrive à son fin.
Et les pastèques, ils avaient bien donné. Et des poivrons aussi. J'ai même les poivrons qui changent de couleur. Ici en Limousin, c'est pas tous les ans que ça arrive. Alors en remontant, là c'est le deuxième but de terre pauvre. Et sur le même but, j'ai semé des carottes et des radis ensemble pour faire des carottes, mais juste sur la terre pauvre. Disons, est-ce que c'est le fait que la terre soit pauvre et tassée qui fait que la carotte va bien germer? Bah, ça a bien germé, mais ça peut être mieux. Ici, sur la même chose, un peu moins bien exposé, mais on peut dire qu'il y a peu de paramètres. Il y a 15 jours de décalage dans le semis, mais surtout, c'est que j'avais mis du compost de 18 jours. Et le lever était beaucoup plus efficace. Et je commence à avoir de la belle carotte. J'ai récolté quelques-uns là-dedans il y a quelques jours, voilà. Des carottes qui pèsent quand même 100, 150 grammes, voire 200 grammes. Ça commence à venir, et encore du temps. Et ça, c'est un peu ma bête noire, la carotte. Je trouve ça très difficile. Ça exige beaucoup d'attention, beaucoup de régularité, beaucoup de précision. Et juste cette couche de compost de 18 jours, semer des carottes dedans, ça enlève pas l'exigence de venir arroser s'il pleut pas. Mais je trouve que ça a beaucoup aidé. Donc encore un résultat dont je suis très content. La grande camomille. Elle n'est pas en fait la même famille que la camomille. Elle a d'autres propriétés comme plante médicinale. Et elle s'est installée toute seule là. Aussi invitée. Et le bardane, je crois qu'on appelle ça. C'est aussi une plante médicinale. Voilà. J'aime bien. Il y a pas mal de monde qui passe qui croit que c'est du rhubarbe, alors que c'est pas super similaire. Panais en fleurs, panais en graines, fait partie des productions de semences, sélection des panais, replantage tous les ans pour se refaire des graines de panais tous les ans. Et ça apporte énormément de biodiversité à la floraison. Et ici, production de semences de betteraves. Okay, ça c'est 5 beaux betteraves de l'année dernière, repiquées ensemble au bout d'une planche et à surveiller dans le reste du terrain qu'il n'y a pas de blettes qui montent en graines et qui fleurissent. Donc là, sélection, cette année les blettes ne se reproduisent pas. Et ici, les betteraves se reproduisent. J'ai déjà rempli quelques boîtes de graines, de semences. On va pouvoir en donner. Et surtout, on va pouvoir semer beaucoup de betteraves l'année prochaine et en avoir pour l'année d'après et produire les blettes, les semences de blettes l'année prochaine. Un an sur deux, c'est des betteraves, un an sur deux, c'est des blettes. Ici, c'est une zone de salade et de nouveau du salade. Donc là, c'est les derniers du dernier lot. Et ça, c'est des nouveaux arrivés, plus quelques pieds d'épinards. Le fossé au milieu, toujours rempli de mulch. Et de l'autre côté, panais, épinards, mèches. Et tout ça, ça va être couvert des voiles, par les voiles cet hiver. Ça va être ma zone de production de salade principale cet hiver. Et sous la grange, comme j'ai dit, j'ai réussi le pari de modifier un raccord PER et faire un tuyau qui descend et qui amène l'eau jusqu'à la mare qu'on va aller voir en passant par les poireaux. Ok, ici, voilà, ça c'est mes meilleurs exemplaires. Et je suis content. Poireaux maison, encore voilà, beaucoup de bichonnage, mais quand on commence à regarder la quantité de poireaux qu'il nous faut, en fait j'aurais bien aimé avoir 2 zones comme ça de poireaux.
Et j'ai calculé pour avoir 2 zones et j'ai fini avec assez de poireaux. J'ai une autre zone mais elles sont un peu lamentables. Mais il faut vraiment s'y prendre comme il faut. Si on commence on peut facilement monter à 1000, 2000, 3000. Idéalement, j'aimerais bien planter 4000 poireaux. Et comme ça, je peux vendre les paniers à soupe. Poireaux, potimarrons, patates, tout l'hiver. Et j'ai un déséquilibre parce que j'ai assez de potimarrons pour nourrir une armée, mais pas assez de poireaux pour augmenter le goût de la soupe. Et on voit que ça commence à se construire. Ici, ça va être une haie. Là-bas aussi. Ici aussi. Et ici. Donc ça commence à délimiter. Il y a cet espace central. Il y avait cette zone très très sauvage, noyée de ronces, qui commence à être un peu plus civilisée maintenant. Un sol qui repousse sans cesse, donc on le retaille, on le rabat pour pas qu'il prenne la place. Ça fait du biomasse, ça fait facilement du bois pour les roquettes. S'il est pas trop sec, ni trop pourri. Et des bouleaux. Un poirier qu'on est en train de refaire vivre. En favorisant des nouvelles branches. Et ici, il y a des poules. Ils sont stationnés ici en ce moment. Il y a une belle mille-pas qui fait les deux côtés. Et on voit que là-dedans, il ne faut pas aller très loin pour commencer à trouver ce qu'il faut en termes de butternut. Le maïs aussi, elle a été super beau cette année. Des très bons taux de pollinisation. Ici, c'est mes progéniteurs pour l'année prochaine. Donc, on voit les épis, bien gros. Et je les ouvre pas parce que ça fait venir des frelons et des guêpes et les mouches et les souris. Et on perd tout. Mais des super beaux épis. Et on s'est régalé, je crois qu'on a mangé ça tous les jours, des fois 2 fois par jour avec salade, tomate et des tranches de pain. C'est des repas vite faits et on se gave pendant qu'il y en a. Et on n'a même pas fait de conserve. Ici, la mare. C'était peut-être le grand chantier de l'année pour moi par rapport au terrain. Donc on voit maintenant c'est beaucoup plus que juste un trou dans le sol. Elle est remplie, elle commence à être plantée. Ici il y a un creux et après ça remonte avant de redescendre, donc ça me fait un bassin ici où je peux planter. Quand Guillaume il était ici, il a mulché tous les bords. Maintenant je vais empierrer par-dessus le mulch et je vais commencer à planter des cultures de zone méditerranéenne, romarin, lavande, thym, etc. qui vont profiter du chaleur. Et on va commencer à construire un peu de sol entre le PDM et sous les roches. Et surtout, techniquement, voilà, ici, là il y a l'autre bout du tuyau qui vient de la grange. Et quand il pleut, ça sort par ici et ça la remplit. De l'autre côté, j'ai une barrage. Je vais mettre une filet en plastique par-dessus le barrage. Donc le barrage, c'est des fûts de notre brasseur de bière artisanale, la brasserie de la Vézère. Un petit coup de pub pour Joachim. Voilà, du très bonne bière si vous êtes dans le Corrèze ou le Limousin. Et on a rassemblé les fûts jetables. Il est obligé de prendre les fûts jetables. Et on a fait un barrage. Je vais mettre du filet de pommier par-dessus. Et cette zone ici, je vais planter. Et on va même clôturer juste cet îlot ici pour que cette zone reste plantée. Parce qu'un jour, cette mare va devenir la pièce centrale d'une zone de reproduction des canards. J'attends que la végétation prenne ses doigts avant d'introduire les canards parce que les canards, ça désingue tout. Donc ici, ça va être une zone protégée des canards avec les plantes. Et du coup, l'eau, elle passe à travers toutes ces plantes avant de partir par ici, où elle part dans un tuyau et là-bas dans le baissière. Et voilà, je vais terminer la vidéo et dire à bientôt. Bonne journée.